Chers auditeurs du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible via le lien qui se trouve ci-dessous. Si jamais tu écoutes la version vidéo en ce moment et que tu nous vois, tu peux écouter la version audio via le lien ci-dessous en faisant tes tâches quotidiennes quelconques, puisqu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming, toutes les grandes plateformes de streaming. Si vous avez suggestions, commentaires ou questions sur des épisodes passés ou sur des épisodes futurs, s'il vous plaît, nous en faire part en commentaire ou par message privé, tout simplement. Et puis, ça va nous permettre d'avoir un meilleur podcast. Discussion avec Mathieu Dumulon, le commentateur offensif des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. De quoi qu'on a parlé? Évidemment, on a parlé de comment il a commencé à coacher en 2007. C'est quelqu'un qui a coaché dans les 3 divisions collégiales, division 3, division 2 et division 1. Mais il les a fait dans l'ordre, dans le même ordre que je viens de les nommer. En commençant à l'Anaudière, où il a justement coaché avec Mathieu Joyal, qui est l'épisode précédent. 2 épisodes précédents, ouais. Épisode 17, mettons. Épisode 17. Il a aussi coaché à Lionel Groux. Puis là, maintenant, comme on le sait, coordinateur offensif au Spartiates du Montréal en ce moment. On a parlé de son parcours. On est revenu un peu sur la dernière saison, comme on avait fait avec Rinaldo Sagesse, qui est l'entraîneur-chef avec Mathieu. On a parlé de sa clinique aussi. Il organise une clinique le 28 juin prochain, une clinique en ligne. Que les informations peuvent être trouvées aussi dans les commentaires. Il faut écrire à Mathieu si vous voulez participer à sa clinique pour réserver votre place. C'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça. On va commencer le podcast comme ça, je pense. Yep. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast. La question qu'on voulait poser depuis un bon moment, est-ce que vous avez recommencé à pratiquer avec le Vieux-Montréal? On fait beaucoup de meetings Zoom. On va faire lancer les carrières, mais pour l'instant, c'est sûr qu'on s'adapte. Fait qu'il n'y a rien sur le terrain. Vous n'avez pas recommencé avec l'annonce qu'il y a eu cette semaine. Là. On a vu des équipes qui ont recommencé tranquillement. Là, mais... On est en train de prévoir des entraînements par position. Okay. À Notre-Dame, justement, on attend d'avoir le terrain, là, voir quand est-ce qu'on peut l'avoir. Là. Mais non, on n'a rien commencé d'équipe encore. Mais il y a des lois aussi pour ça au cégep. Là, on n'a pas le droit d'être en équipe live. Je pense que c'est juste avec les préparateurs physiques et tout, là, présentement. Là. J'imagine que le Football Québec ou RSEQ va s'ajuster à certaines choses. OK, mais c'est ça. Fait que là, ils ont gardé. C'est comme si la fin de... il y a eu la fin de session au cégep. Fait qu'après l'année scolaire, tu n'as comme pas le droit d'être avec ton équipe. Fait que ça c'est encore en vigueur. Oui, exact. Okay. Je ne me trompe pas, ouais, c'est encore en vigueur. OK. Mais ça s'en vient. Écoute, moi, j'espère que ça va arriver. Là. J'espère que ça va arriver. Puis, on a des jeunes qui rentrent, qui sont tous un peu partout au travers du Québec. Là, donc, on a hâte de travailler avec ces gars-là aussi. Puis, je leur donne des drills, des petits films, puis on les corrige après sur d'autres. On fait des zooms et tout, là, mais c'est pas comme si on était en face. Ouais. Puis, vous n'avez pas plus de détails sur le... on a vu là, le RSEQ cette semaine. On a vu au niveau universitaire dans tout le Canada qu'ils ont tout cancellé, sauf au Québec. Au cégep, vous n'avez pas de son de cloche de plus? Non, on est comme tout le monde, on est en attente de, mais au bout de la ligne, ça reste que ça vient au niveau national, là, donc pour la santé publique et tout. Mais moi, je suis juste content qu'ils prennent leur temps. Là. Donc, le fait qu'ils n'aient pas précipité les choses, je regarde les équipes des autres divisions, des autres conférences canadiennes, là, je trouve ça tôt. Ils doivent avoir leur raison, là, mais il faut se battre là, pour des jeunes qui rentrent. Surtout à l'université, il y a des jeunes qui s'en vont du Québec au UA, mettons, là, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va avec ces gars-là? Si jamais il y a du football au Québec et tout. C'est qu'ils ont des programmes d'études qui se donnent peut-être pas nécessairement au Québec ou whatever. Là. Non, on suit ce qui se passe. Steve Alexandre est impliqué dans ce meeting-là, là, ce groupe-là. Là. Donc, surtout qu'il y a des nouvelles, ils nous en donnent, mais pour l'instant, c'est comme tout le monde, on est en attente. Ça va de mieux en mieux, puis ça paraît, donc c'est le fun. Puis, c'est surtout de garder
la motivation des gars, là, le challenge en ce moment. Puis surtout les dernières années, les seniors, là, ceux qui arrivent à leur dernière année, leur année de recrutement universitaire, choisir des choses comme ça, pour eux que c'est plate. Là. Donc, tu sais, ils ne savaient pas, peut-être qu'ils ont joué le dernier match collégial, puis ça. Ah ouais, ça serait poche, hein? C'est ça, c'est vraiment l'enfer pour ceux qui finissent au secondaire, ceux qui finissent à l'université, ceux qui finissent au cégep. C'est encore pire pour les joueurs, bien encore pire. C'est pas que c'est pire, mais les joueurs CIS qui arrivaient à leur année East West ou qui sortaient du East West, puis là, c'est le draft, puis ça change des plans de carrière. Là. C'est même ceux qui viennent de se faire drafter aussi. Là. Donc, je sais pas comment que tout le monde va ajuster. C'est nouveau pour tout le monde. Ouais. Ben, c'est ça, mais au moins, c'est la même affaire pour tout le monde. Tout le monde est dans la même situation. Là. Il n'y a pas. Ben, je te dirais que pas tant que ça, parce que, tu sais, comme nous, il y a des équipes qui ne sont pas régionales ou collégiales, là, qui n'ont pas le choix d'avoir des joueurs partout au Québec. Donc, eux, je pense que ça les frappe beaucoup plus, là, parce qu'ils attendent des joueurs de l'extérieur beaucoup. Tu sais, on en a de joueurs de l'extérieur, mais pas un pourcentage comme certains programmes. Là. Eux, ça doit leur. Comme les parents vont se laisser partir, les enfants, les ados. Ceux qui sont en résidence. Oui, c'est les grosses décisions qui s'en viennent. Ça change des plans pour tout le monde. Même les entraîneurs. Donc, Puis, justement, est-ce que ça a affecté votre recrutement? Là? Parce que justement, Ronaldo, il nous en parlait dans le premier épisode que vous réussissez à faire venir des gars de l'extérieur maintenant, de Montréal. Oui, exact. Est-ce que ça vous a affecté? Bien, on a recruté avant cette pandémie-là, donc ça ne nous a pas affecté le recrutement. Ça n'a rien changé. Oui, exactement. C'est sûr que maintenant, on fait des meetings puis des pratiques comme par Zoom, donc ils sont impliqués autant que ceux qui sont à Montréal. Maintenant, la chose, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir à Montréal et tout. On ne recrute pas partout au Québec, on recrute pour certains. Parce que pour ma part, là, moi, pour les joueurs de ligne, je ne vais jamais me contenter de rester sur l'île. Je veux les meilleurs partout, ça part de là. On a des joueurs de cette année qui viennent, des joueurs de ligne de SSF, d'Ottawa. On en a qui se promènent dans la Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal. Donc, de ce côté-là, c'est là le challenge. Donc, pour l'instant, les gars sont là, ils font leurs vidéos, on leur donne un peu des mini-installs, puis ils font qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est un challenge pour tout le monde. Puis, tu sais, moi, quand je pense à ça, c'est surtout les kids, là, des cracheurs scolaires, il y en a qui jouent au football, ça les reste à l'école. C'est là que je pense que c'est plus tough. Là. On a toute une clientèle différente selon les programmes. Il y en a qui ça fera plus que d'autres. Moi, j'espère juste que nos joueurs vont garder la motivation. Là, puis, on fait du mieux qu'on peut pour rester en contact avec eux puis proches, parce que ça ne prend pas de temps des fois que des jeunes peuvent décrocher. C'est sur le sport ou autre chose. Trouve un job, puis l'autre fait de l'argent un peu, puis l'autre laisse faire les études parce qu'il n'a pas pensé pendant 6 mois. Ce serait plate qu'il y en a qui prennent des décisions un peu précipitées à cause de ça. Est-ce que toi, parce qu'on est dans le contexte actuel, est-ce que ça a changé peut-être l'insertion dans ta position de coordonnateur, les plans que tu avais de l'insertion des jeux pour la prochaine saison? Est-ce que tu es dans une optique que peut-être il va falloir que ça soit plus simple parce que tu vas potentiellement avoir moins de temps parce que tu n'as pas eu de camp de printemps? Oui. Le gros de ça, je pense, c'est vraiment l'évaluation. Là. On a des recrues qu'on pense qui peuvent nous aider dès maintenant sur le terrain. Ça restait à confirmer sur le terrain quand ils jouent contre des joueurs de 3 ans plus vieux qu'eux autres des fois. Mais côté installation, je te dirais que pour moi, c'est comme mon meilleur off-season depuis que je coach. Là. Parce que j'ai pris plus de temps pour faire mes cliniques, plus de temps pour faire mon self-scout, pour voir la saison, plus de temps pour ajouter des choses au playbook ou réajuster des choses. Donc, pour moi, comme coach, ça me donne juste plus de préparation. Là. Donc, moi, je sens que c'est ma meilleure préparation depuis que je coach. Mais vous l'avez, c'est pas moi qui compte, là, c'est les joueurs. Il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils voient du terrain, qu'ils fassent du footing. Je peux bien avoir la meilleure préparation. C'est comment on va réussir à préparer les kids pour ça. Mais non, on va. Ça change à chaque année là, avec les joueurs qu'on a. On est plus vieux à certaines positions, on est plus jeunes à d'autres. Donc, moi, à chaque année, j'ajuste. On garde le même système, mais j'ajuste beaucoup de choses, que ce soit les schemes pour la ligne ou par la passe, ou comme on passe d'un carrière vétéran, un carrière qui aura jamais starté un match collégial. C'est bon carrière. C'est jouer avec les forces de ces gars-là. C'est surtout de ce côté-là. Ouais. C'est une situation nouvelle pour tout le monde, mais ouais. Mais comme tu l'as dit, c'est tout le monde qui est dans le même bateau. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être, mais on va attendre de voir combien de matchs, qu'est-ce qui va être possible de faire bientôt ou non. Ça va avoir plus de temps pour se préparer étant donné que si on a un go rapidement ou si on sait quand est-ce que la saison va avoir lieu, est-ce qu'on va avoir plus de temps. On va voir. Moi, je pense aux préparateurs physiques, en tout cas aux Spartiates.
C'est une de nos forces là, avec Minérus Performance qu'on a. Les gars sont en forme, ils font ce qu'on va faire durant leur saison. Donc, eux, c'est eux le challenge parce que ça appartient à eux, cette période-là. Là. Mm-hmm. C'est eux qui vont chercher tout ce qu'ils ont besoin pour la saison. Donc, moi, ça me donne juste plus de temps, mais il y en a que ça donne beaucoup moins de temps. Là. Donc, c'est pas évident. Là. Ah ouais. Ouais. Si tu veux, on va faire un peu ton parcours. On s'est parlé un peu avant, là, mais si tu peux nous parler de comment tu as commencé à coacher, de ta transition, la fameuse transition là, joueur-coach, comment ça s'est passé au début pour toi, au début du coaching? Moi, j'ai fait ma dernière année collégiale en 2006, qui était ma première également. Pour plusieurs raisons, j'ai arrêté de jouer au football. C'est drôle, parce que j'écoutais Mathieu, on en parlait tantôt. Mathieu Joël qui disait la première saison, on avait, je pense, sur 50 joueurs, 42 ou 40 qui n'avaient jamais joué au football. Moi, j'étais le carrière partant de cette équipe-là. Puis je sortais d'une organisation civile où est-ce qu'on avait gagné Jack Simpson l'année d'avant, à budget 3A. J'avais le choix de soit rester, moi, je suis un gars de Repentigny, soit de rester à la maison puis partir le programme, puis ou soit d'aller jouer ailleurs. Tu sais. Puis, j'ai fait des camps, puis j'ai pris la décision de rester à la maison. Puis ça a été tough. Ça a été vraiment tough. Puis suite à ça, quand j'ai arrêté de jouer, je me suis posé beaucoup de questions, puis je ne voulais pas finir mon football sur une saison comme ça. Je me suis fait beaucoup de fun, là. C'est pas une question de ça, mais je me suis dit que j'avais encore du football en dedans de moi à donner. Fait que j'ai commencé à coacher. Puis c'est comme ça que ça a commencé en 2007. J'ai commencé à coacher dans une organisation à Repentigny civile, niveau Bantam, Midget. Puis après ça, je suis juste passé au niveau collégial avec les triades. Donc, Mathieu Joël, qui était mon entraîneur-chef, qui était encore l'entraîneur-chef en 2012. Puis il y avait eu je me rappelle parce que Mathieu venait de m'engager en 2012, puis il y avait eu la fameuse épisode que le programme fermait les portes. Ça, moi, j'avais indiqué où est-ce que je coachais avant, que je partais au collégial. Puis 2 jours après, Mathieu m'appelle et me dit « Ouais, il n'y a plus de football au cégep. » Donc, ça avait été un super spécial comme... C'était pas des bons souvenirs, mais après ça, toute la communauté a fait... je pense que ça a pris 2 jours. Là, puis le cégep a ramené l'équipe de football tout de suite. Puis pour moi, c'est important de retourner là. Depuis 2006, je pense qu'il y avait eu une saison au-dessus de 500 à la Naudière de 2006 à 2011. Donc, pour moi, c'est un bon challenge aussi là, d'aller installer mon système offensif puis voir qu'est-ce que je peux faire pour aider le programme qu'il m'avait donné avant. Puis cette année-là, ben, ça a bien été. On a été 7-1, on est allé au Bol d'Or, on a perdu. Je pense 49-42 ou 42-35, quelque chose comme ça. Puis suite à ça, je suis resté là 3 ans. 4 saisons, pardon. 3-4 saisons. Puis on a toujours joué au-dessus de 500. Je pense qu'on a eu quelque chose comme 24-3 comme fiche ou 24-4 comme fiche à travers ces années-là. Il y a eu la demande en Division 2 par la suite. Donc, j'étais allé comme coordinateur offensif en Division 2 en Naudière. Ça allait quand même bien. On a fini 3-5 la première année. On a fait les playoffs pour une équipe de région parce que c'était pas un gros cégep. Il n'y a pas beaucoup de programmes de football dans cette région-là. Donc, c'est quand même satisfaisant. Après ça, ben, il y a eu Mathieu qui partait. À travers les années, on va partir quelques coachs avec qui j'avais commencé à coacher au collégial aussi. Qui a eu Olivier Bourdage qui jouait, qui était le coach de Montréal, qui était le DC dans le temps que j'étais là. Il y a eu Mike Jones qui était DC par la suite, qui est parti à Lionel parce que c'est un gars de Saint-Eustache et tout. Tranquillement, je voyais le monde s'en aller. Puis je me disais peut-être le temps de passer à une autre étape, une autre organisation. Puis 2016, coach Éric Marié m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à aller coacher à l'NLO, puis m'occuper des carrières, puis l'attaque aérienne. Puis il y avait un carrière là-bas que je voulais travailler aussi, qui est Charles Aubry, qui est maintenant carrière partant à l'Université Bishop, sa première année. Je pense que c'est un gars avec qui je voulais travailler, puis on a gagné le Bol d'Or. Une belle saison. Charles a eu... l'offensive a fait des gros jeux. Je pense que Charles a lancé quelque chose comme 36 passes de toucher, 6 pics dans l'année, ou 2500 ou 3000 verges. Ça a bien été. Puis, après le Bol d'Or, j'ai reçu un appel de Ronaldo Sagesse pour qu'il me rencontre. Parce qu'il venait d'avoir le poste. Et puis, on s'est rencontrés, on a parlé un peu de nos philosophies, comment on voyait les choses.
J'avais aussi fait les LLL là, durant la Coupe Spalding. Je faisais l'équipe LLL, donc probablement qu'il m'avait voulu coacher là aussi. Après, il y a eu le processus. J'imagine qu'il a rencontré d'autres mondes ou peu importe. Puis on a décidé d'y aller ensemble. C'est sûr que moi, c'est un projet qui m'intéressait beaucoup parce que Ronaldo, c'est sa première année. Je trouvais que c'est quelqu'un de motivé. Puis j'aimais beaucoup comment il voyait les plans pour le Vieux-Montréal pour les années qui viennent. Donc, moi, je n'ai pas pris le temps d'embarquer là-dedans. Puis, tu sais, la réalité là-dedans, c'est que je suis embarqué dans une machine bien huilés. Là. Comme ça fait 30 ans qu'il y a de football là, ils savent qu'est-ce qu'ils font et tout. Donc, moi, j'ai juste essayé rajouter quelques morceaux de casse-tête au programme avec l'attaque et tout, pour côté recrutement carrière, peu importe les positions. Puis, première année, ça a été un peu plus tough. C'est sûr qu'il y avait le changement et tout, l'insertion du nouveau système offensif. Je pense qu'on a fini à 4-5. Il y a eu beaucoup de vétérans qui nous ont quittés, mais il y avait eu, pendant que Ronaldo était pour attendre sa nomination entraîneur-chef, il avait quand même continué à recruter. Donc, il avait amené des solides joueurs là, pour un problème qu'il n'y avait pas d'entraîneur-chef encore. Il y avait des commits et qui pouvaient faire des différences dès l'année qui rentrait au cégep. Donc, je trouvais ça intéressant. J'ai embarqué là-dedans, puis je suis juste chanceux. Là, je suis rentré là ils ont gardé tout le même staff. Je me suis juste ajouté à ça, rentrer quelques petites choses dans le système offensif et puis comme un nouveau lexique, mais sinon, ça prend peut-être un an là, à s'adapter au système. Depuis 2018, je pense qu'on est bien parti. Là, puis, vous connaissez les résultats des dernières années. Là, donc, je sens qu'on fait bien les choses présentement. Là. Donc, c'est juste de continuer et de finir ça. À l'Anaudière, c'était quoi ton rôle? J'étais commentateur offensif puis coach des carrières. J'ai toujours coaché les carrières. J'ai toujours été commentateur offensif. C'est quelque chose qui me passionne. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de cliniques. Puis comme carrière, peut-être parce que moi, j'ai pas eu vraiment de coach de carrière quand j'étais joueur, que je me suis fait peut-être une mission de dire que je voulais les préparer du mieux que je pouvais. Puis, ouais, donc, ça a commencé comme ça pour moi. Je n'ai jamais changé de position. Je peux coacher d'autres positions. Par contre, la carrière, c'est vraiment ma position où qui me fait triper avec tout ce qui se passe sur un terrain. J'avais posé cette question-là à un autre entraîneur, là, mais pour toi, personnellement, quelles qualités chez un carrière te font vibrer, t'aimes voir? C'est une position spéciale, hein? Fait que c'est comme. Je pense que c'est un bon mélange de capacité athlétique, mais c'est surtout la façon dont tu vas approcher ta préparation de match. Là. Pour moi, c'est un carrière. Oui, tu peux avoir des qualités athlétiques hors pair ou non, mais c'est pas ce qui va faire que tu es performant. Moi, quelqu'un qui est prêt à mettre du temps, à travailler dans l'attaque, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est bon à l'école, je sais que ça ne va pas travailler longtemps avec, mais quelqu'un de sérieux, tout simplement, là, pas nécessairement bon à l'école, mais sérieux dans ses démarches, que ce soit avec son équipe ou avec l'école. Quelqu'un qui va mettre du temps, puis qui va être leader. Côté athlétique, quand je vais recruter un carrière, c'est sûr que je vais poser ces questions-là à son coach, mais quand je vais regarder, la première chose que je vais regarder chez un carrière, c'est un terrain canadien. Je suis un terrain canadien, donc je vais regarder son bras strong side. Comment il peut lancer le ball strong side. Puis après ça, je sais que je peux travailler avec lui. À partir de ça, je sais qu'il a un bon bras, mais je vais m'occuper du reste un peu pour savoir comment on veut le développer et tout. Que ce soit sa préparation de match, en pratique, préparation vidéo. J'ai pas besoin d'un carrière bon tout de suite. Là. Je veux juste quelqu'un avec qui qui a envie de travailler, là, qui a le même mindset, un peu le même objectif que les Spartiates. Donc, de mon côté, si tout se passe bien, quand il lance le ballon sur un side, après ça, on va s'occuper du reste aux Spartiates, tout simplement. Et juste comme ça, ce serait qui ton carrière professionnelle préférée? Oh, il y en a plusieurs, là. Il y en a plusieurs, mais c'est sûr que moi, comme coach de carrière, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'ai regardé beaucoup Peyton Manning. Je pense que c'est un incontournable comme carrière. Là. Après ça, des gars comme Rodgers qui suivent, Brady, tous ces gars-là. Si tu regardes Peyton Manning ou même Tom Brady, c'est pas des gars qui ont des capacités athlétiques hors normes. Là. C'est des gars qui des students of the game. Ils sont plus prêts que tout le monde. Donc, c'est vraiment le but de ça. Puis, c'est ça, un peu le carrière, c'est un général. Là. Donc, oui, quand tu as des capacités athlétiques meilleures que la moyenne, tu peux t'en servir, mais c'est pas ça qui va faire que tu as un bon carrière. Donc, non, je pense Peyton Manning. Ouais.
Ouais. Quand tu finirais ton système de jeu quand tu as commencé comme commentateur offensif à la Naudière? C'était quoi les premières affaires là, dans lesquelles tu croyais? Mon système a tellement évolué en plus depuis 2012, mais quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'ai toujours cru beaucoup au mismatch. Là. Tout ce qui est contour offensif pour aller chercher ce que tu voulais, créer un peu plus d'espace. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, je croyais beaucoup à ça. Mais maintenant, plus que je vieillis, plus que je me dis qu'il faut que je sois diversifié. Donc, j'essaie de mettre des armes un peu partout. Puis tu sais, comme l'année passée, on joue avec 3 porteurs sur le terrain. Là, tout le temps. Il n'y a pas 3 porteurs dans le backfield, mais juste on met nos athlètes sur le terrain, puis après ça, on se débrouille avec ce qu'on a. Tu sais. Donc, c'est sûr que côté. Je suis quelqu'un d'agressif, moi. Je suis quelqu'un d'agressif, c'est sûr et certain. Même Coach Ray, je pense que des fois, c'est lui qui me met les freins. Là. Mais non, je suis quelqu'un d'agressif. On est là pour attaquer. On n'est pas là pour être sur les talons. Donc, c'est sûr que quand le momentum est bien et que ça va bien, ben, c'est quelque chose qui peut monter vite. C'est sûr que quand tu commences mal un match, ça peut te descendre vite aussi. Donc, c'est tout cet ajustement-là. À travers les années, je pense que je travaille avec ça. Mais ouais, je pense que je suis quelqu'un de très agressif là, quand j'appelle les jeux. Je veux attaquer la défensive, c'est pas mal les choses. Quand je regarde une vidéo défensive, c'est qui que je peux attaquer et où est-ce que je peux attaquer rapidement. Puis suite à ça, ben, on y a plein de petits counters un peu partout, des choses comme ça, d'émotions, mais on est là pour attaquer. Quand tu es arrivé à Lionel Groulx, tu as fait 1 an là-bas. Ouais. Puis en même temps aussi, tu coachais à Armand Corbeil au secondaire. Ouais. Bon, il y a plein d'affaires à parler de ça, mais la première affaire, moi, je me demandais, c'est comment tu gères coacher 2 équipes en même temps? Parce que on en connaît, il y en a tout le temps, là, il y en a tout le temps des crinqués là, qui veulent faire les deux en même temps. Là. Comment toi, tu as fait ça cette année-là de faire les deux en même temps? Ben, c'est sûr que de ce côté-là, moi, là, c'est quelque chose que je ne referais pas pour m'aider des choses. C'est quelque chose que je ne referais pas pour m'aider des choses, mais tu sais, je vais. Pour m'aider des choses, c'est quand je suis parti de la Naudière. Quand je suis parti de la Naudière, dans le fond, c'était pas. Je n'en ai pas commentateur offensif à Lionel Groulx. Donc, je ne voulais pas perdre mon système en train d'évoluer. Donc, j'ai juste demandé à responsable du programme de football là-bas que je connaissais s'il avait besoin d'un coup de main. Puis, par la suite, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Là, parce qu'il y avait le terrain à Terrebonne, Armand Corbeil, puis il y avait le terrain à Sainte-Thérèse, à Lionel Groulx. À Armand Corbeil, on pratiquait à 2h30, puis à Lionel Groulx, on pratiquait à 5h. Ça me donnait 30 minutes. Entre les deux, j'ai couru tout partout. J'ai pas beaucoup dormi cette année-là. Ça a été, regarde, j'ai été chanceux. On a eu les bonnes équipes à Armand Corbeil, on s'est rendu au bol d'or, on avait le bol d'or avec Lionel Groulx. Même, ça m'a tiré jusqu'au bol d'or parce que le bol d'or des deux était vendredi à 10h, vendredi à 7h. Le bol d'or des 1B était le samedi à 10h le matin. Là. Puis on venait de gagner le bol d'or. Donc, au vrai, du début août jusqu'au mois de novembre, là, j'avais jusque-là. Mais j'ai appris parce que j'avais coaché juvénile, j'ai été coaché collégial, je suis tourné juvénile après. Ça m'a fait de différentes perspectives aussi. Ça a été cool. Puis, non, je l'ai fait, mais je ne le refais plus. Mais je ne regrette pas du tout. Ça, tu ne le feras pas en termes de temps, là, mais en termes d'expérience. J'ai appris. C'est 2 fois plus de pratique, 2 fois plus de matchs, 2 fois plus de vidéos à faire. Donc, c'est une année que j'ai mangé du football. Mais c'est ça, j'ai des jeunes enfants maintenant, donc je ne pourrais plus faire ça. Est-ce que tu sais, parce que l'approche d'un joueur au niveau cégep, l'approche d'un jeune au niveau secondaire, juvénile, tu sais, est-ce que toi, comme coach, tu étais capable dans la même journée, là, dans la même après-midi même, de changer ton approche ou d'adapter ton approche, ou c'est quelque chose même que finalement tu t'es rendu compte que tu n'avais même pas besoin? Bien, Armand Corbeil, c'est un programme avec une concentration football. Donc, les joueurs qui étaient là, c'est tous des joueurs qui sont sérieux dans leur approche sportive. Là-bas, ils sont là pour jouer au football, ils veulent apprendre et tout. Donc, c'est sûr que le langage était différent un peu, peut-être le côté caractère et tout. Des joueurs, chaque joueur est différent. Là. Donc, on fait attention à ça. Mais pas tant que ça parce que
les gars étaient sérieux. Là. C'est comme j'ai eu du fun à Armand-Corbeil, je peux faire les mêmes choses que j'ai faites à la Naudière, j'ai fait à Armand-Corbeil. J'avais autant de temps pour me préparer, les gars, ils mettaient du temps. Donc, ça n'a pas été un problème. Je ne te dis pas que j'aurais été dans un programme peut-être plus participatif. Ça a été complètement différent. Sauf qu'en arrivant dans un programme comme ça, j'ai pu profiter que les joueurs voulaient ça aussi. Là. Donc, ça a été... Non, il n'y a pas une tant grosse différence. Ça reste que c'est des jeunes de 15-16 ans, puis là, ça va être de 17 à 20 environ. Donc, c'est minime comme différence. Là. C'est pas tant que ça. Là. Puis comme je te dis, étant donné que c'est une concentration football, les gars sont là pour ça. Là. Donc, ils veulent apprendre, puis ils sont contents que tu sois là pour ça. Si tu avais, mettons, un truc à donner à un coach qui voudrait faire ça, là, 2 équipes en même temps, là. Oui, tu ne leur ferais pas, là, mais il y en a qui vont se dire, ben moi, je vais être capable, là, je vais l'essayer quand même. Que le terrain soit plus proche. Que les terrains soient proches. OK, ouais. Mais non, mais c'est quelque chose, il faut que tu te prépares. Faut que tu te prépares, c'est comme, je sais pas, ça dépend du poste aussi qu'il y a dans les 2 programmes. Là. Je n'aurais pas pu être commentateur offensif au collégial puis au juvénile en même temps. Il y aurait un membre quelque part d'une équipe. J'avais entendu, je pense, coach Jean-Fred à Saint-Jean-Eudes qui faisait beaucoup d'équipes et tout, puis il parlait des bols d'or et tout, puis qui disait cadet, je pense qu'on n'a pas gagné. Il dit, on se pose la question après, j'ai préparé autant mon équipe cadet que mon équipe juvénile, tu sais, puis c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Ça dépend aussi de comment tu es entouré. À quel point tu peux en donner à tes assistants aussi, puis est-ce qu'il y a du temps pour toi aussi à donner au programme. Donc, c'est plein de choses à gérer. Là. Plein de choses à gérer, mais quand tu es à la maison, faire le travail de vidéo préparation, c'est pas super. Mais pas ça, mais à qui tu peux en donner, qui va t'assurer que ça va être fait aussi. Là. C'est surtout ça parce que c'est vraiment une côté préparation, puis c'est ça la différence. Là. Comme entraîneur, nous, c'est pas nous qui jouons, mais ce qu'on peut faire comme différence, c'est la préparation des joueurs. Donc, c'est là que tu dois regarder comment tu dois faire les choses, puis tu dois respecter ton horaire. À Lionel Groulx, tu as coaché 1 an, mais tu as gagné le bol d'or. Ça reste que c'est une belle année. C'était une mission accomplie pour ta première année. Comment tu as vécu le switch, la transition au Vieux-Montréal? C'est un autre monde. C'est un autre monde. Parce que même Lionel, c'est pas un programme qui existe depuis tant d'années. Donc, c'est pas la même chose. C'est juste pas la même. Tu arrives au Vieux-Montréal, c'est tous des anciens du Vieux-Montréal. Les responsables du programme, les coachs de position. Je pense que quand je suis arrivé en 2017, les seuls coachs qui n'avaient pas joué au Vieux-Montréal, c'était moi et Denis. Puis Denis, ben, il est au Vieux-Montréal depuis que vous le savez, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, c'est une culture qui est déjà bien établie. Puis c'est juste le fun d'embarquer là-dedans. À Lionel Groulx, c'est différent. C'est sur la Rive-Nord, c'est un mindset différent. Ils ont leur propre culture aussi et tout. Ça a été bon, là, on a gagné le bol d'or en D2. Donc, c'est sûr que le football au Vieux-Montréal, le parti pris, là, je suis là, moi, c'est sûr et certain que j'aime beaucoup comment ils font les choses présentement. Là. Quand tu rentres là-dedans, tu sais que tu vas être backé partout. C'est une bonne plaque tournante pour le cégep à travers le Québec. Tu es appuyé de tout bord, de tous côtés. Donc, c'est juste, tu as le goût de travailler encore plus. Là, c'est du lieu là, quand tu coaches là. Puis tous les anciens, toute la culture qui est établie. Puis pas juste les anciens qui coachent, là, il y a des anciens partout là, au Vieux-Montréal. Là. Comme moi, depuis que je suis là, j'ai connu plein d'anciens qui coachent partout, qu'ils sont universitaires ou des gars qui sont pro, whatever. Puis je peux prendre le téléphone, les appeler. À chaque off-season, je le fais. Là, Fabrice, peu importe, là, ils sont toujours là pour toi. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux avoir, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Donc, de profiter de ça, ben, c'est le fun. Puis, c'est la culture. C'est la culture. Là. Ouais, c'est ça qui me fait triper. Est-ce que quand tu étais à Lionel Groulx, il y avait déjà un plan de monter éventuellement en Division 1? Est-ce que c'était quelque chose qui se parlait quand tu étais là? Ouais. Quand je suis arrivé, c'était clair, net et précis que c'était leur plan de monter en Division 1. Là. Avant que j'arrive, je pense qu'ils avaient fait 3 ou 4 finales du bol d'or dans les 7-8 dernières années, mais ils n'avaient pas gagné. Je pense qu'ils attendaient juste ça pour faire la demande. Puis, l'année qu'on était en 2016, on a donné beaucoup. Là. Donc, je pense que pour eux, c'était le temps de faire le saut. Puis, on est là, rendu en 2020, c'est en Division 1. Donc, c'est une mission accomplie pour eux, j'imagine. Là, je ne suis plus à l'interne, donc je ne sais plus c'est quoi leur objectif. Du temps que moi, j'étais là, c'était de monter en Division 1.
sais, tu l'as dit, ta première année, ça a été, pas tu as trouvé ça tough, là, mais ça a été un ajustement là, au Montréal. Mhm. Je me pose la question, tu sais, le coordinateur offensif doit avoir une bonne relation aussi avec le coordinateur défensif Mhm. dans la même équipe, tu sais, ne serait-ce que pour peut-être planifier des affaires et tout et tout. Est-ce que de travailler, mettons, avec quelqu'un comme Denis Chette au Montréal, c'est quelque chose qui t'a pas surpris, mais comme est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé? Tu sais, il y a une réputation, là, tu l'as dit, là, ça fait longtemps qu'il est au Mhm. Montréal. Là. Est-ce que c'était spécial, si on peut dire, là, de travailler avec Denis au Montréal? Ben, je pense que c'est le fun. Là. Moi j'ai 31 ans. Là. Fait que je suis encore jeune dans le coaching. Puis le fait de coacher avec Denis qui a peut-être 31 ans de coaching dans le corps. Mm. Je ne sais pas combien il a de coaching, mais c'est le fun de pouvoir travailler avec ce monde-là. Puis j'en profite. Comme il y a toujours du chalk talk après les pratiques. On fait les pratiques, les game plans, les meetings et tout. Donc oui, ça profite à tout le monde là, de coacher avec quelqu'un d'expérience. Que ce soit Denis, que ce soit un autre. Là, je pense que comme coach, tu ne dois pas te limiter à juste une vision. Là. Tu regardes ce que tout le monde fait, puis tu prends ce que tu aimes. Donc oui, ça profite à n'importe qui. Même Branzo Carabin, ça va profiter au coach de Carabin qui aurait été juvénile, ça aurait profité au coach juvénile, peu importe. Quand tu coaches avec quelqu'un d'expérience, tu essaies d'enregistrer le maximum puis d'emmagasiner comment il fait les choses. Puis après ça, ben, tu prends ce que tu aimes, tu délaisses un peu ce que tu aimes moins. Mais le fait de coacher avec plusieurs personnes différentes, je pense que c'est ça le but. Le fait, pas juste Denis, mais d'avoir coaché 3 organisations avec 3 mentalités différentes, ça m'a aidé aussi de voir comment les choses sont faites. Parce que tout le monde est différent. Là. Que ce soit Ronaldo au Vieux-Montréal, que ce soit Eric Marie, Lionel Groux, Mathieu Joyal à la Naudière. C'est des 3 mentalités différentes. C'est 3 programmes qui ont gagné des matchs beaucoup. Là. Donc, c'est pas. Tu prends un peu. Tu vas chercher un peu ce que tu veux. Tu parles justement des différences, puis justement, tu as coaché dans les 3 ligues. Toi, comment est-ce que tu vois ces 3 ligues collégiales-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est comment est-ce que ce serait quoi les différences, dans le fond, pour toi? Ou les... Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne question parce que tout le monde se la pose cette question-là. Tout le monde reste pas politiquement correct, c'est bien correct. Là. Moi, je pense que quand on a fait commencé quand j'étais en Détroit pour faire le soit le D2, quand de la Naudière on a passé, la différence n'était pas tant grosse que ça. Là. Il y avait 2-3 clubs de tête dans le temps qui étaient John Abbott puis Lionel. Moi, j'étais à la Naudière. Mais sinon, je te dirais que la parité était quand même bonne. Là, je ne pense pas que la différence entre la D3 et la D2 est si grosse que ça. Okay? Ce que j'ai remarqué de la D2 à la D1, c'est vraiment de 1, je pense que les programmes ont plus de budget, là, ils ont plus d'entraîneurs à temps plein, à côté préparation aussi. Donc, c'est sûr que les joueurs sont plus gros plus vite. En division 1, les rosters sont plus gros, mais des coachs d'expérience, il y en a partout dans les 3 divisions. Donc, c'est des systèmes sur leur voir semblables un peu partout. Je pense vraiment que, outre la profondeur, c'est vraiment peut-être les capacités athlétiques des partants en division 1. Ça serait la plus grosse différence, je pense, comparé aux autres divisions. Que ce soit sur les lignes offensives, que ce soit les carrières, que ce soit les porteurs de ballon, DB. Tout va plus vite, je pense, en division 1. Les fenêtres rapetissent plus vite, les gars sont plus vite, sont plus forts, sont plus grands, tout simplement. Il y a du bon football partout. Là. C'est pas, tu regardes l'exemple, je pense, que ce soit Charles qui est en division 2, que joue en division 2, qui est le carré partant Bishop, ou je pense l'année passée, je pense que les 2 recrues de l'année, CIA, je pense que c'est les gars qui viennent de la division 3. Là. C'est pas arrivé souvent, mais c'est ça quand même. Là. Donc, il faut se donner respect à ça, mais ouais, je pense que c'est juste côté joueur, parce que le staff, il y a du monde d'expérience partout, il y a du monde qui veulent coacher proche de chez eux aussi, qui ont joué à haut niveau ou qui ont coaché à haut niveau. Donc là, c'est vraiment... Puis, c'est plus aussi côté région. Là. C'est quoi ton bassin de recrutement? Puis, comme à Montréal, on n'aura jamais de misère d'avoir de bons joueurs. Là. Donc, les coachs en région aussi. Donc, moi, je pense que c'est juste le côté athlétique, beaucoup plus. Il y en a des bons joueurs partout. Là, je veux pas... ils sont plus vite, plus forts, plus gros.
C'est ça, j'allais dire, il y a des bons joueurs partout. Est-ce que c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression, avec les discussions qu'on a eues avec d'autres coachs, c'est beaucoup la profondeur, tu sais, de dire que ton meilleur joueur en Division 1 peut accoter des joueurs ton meilleur joueur en Division 3, pardon, peut accoter des bons joueurs en Division 1, mais ton moins bon joueur, tu sais, il ne ferait pas l'équipe. Tu sais, en Division 1, tu sais, c'est vraiment au niveau de la profondeur que ça se joue. Là. Ouais, les profondeurs et tout, tu sais, puis ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Tu sais, on ne peut pas dire qu'en Division 3, un joueur partant peut être aussi bon qu'un joueur en Division 1. Tu sais, peut-être que c'est le contraire aussi des fois. Tu sais, il y a des gens qui prennent des décisions des fois pour des programmes scolaires et tout. Mais, ouais, je pense que c'est pas mal. Sur la profondeur, c'est sûr et certain, on a plus de joueurs, plus de place sur le roster aussi. Là, en Division 2, Division 3, c'est 50 ou 5. Je pense que c'est 50. 45, je ne me rappelle pas que tu as sur ton alignement. Puis je pense qu'en D1, c'est 60. Là, ou 50. Fait que, c'est 10 joueurs de plus. Donc, tu sais, c'est... Ouais, profondeur, ça fait partie de ça aussi. Là. Comment tu as vécu ta dernière année? Là? Mais comment s'est passé la dernière année au Vieux-Montréal? Là? Parce qu'on a parlé avec Ray, on a parlé aussi avec... on a eu les deux côtés, en fait. Là, on a été chanceux. Là, on a eu le côté de votre... ben là, je parle de la dernière game là, de votre saison avec Ray, puis on a eu le côté aussi de l'équipe qui vous a éliminé là, contre Lennoxville. Là. Mais comment ça s'est passé la dernière année? Parce que personnellement, j'avais l'impression que vous aviez une bonne équipe, vous étiez mature, offensivement, vous étiez bon. Comment tu as vécu ça? Le dernier match, je parle, le dernier match, on peut en parler, mais en général, l'année au complet. Là. Ben, c'est sûr que on a été gâtés là, au Montréal. On avait beaucoup de bons athlètes cette année-là. Puis, je pense que côté offensivement, là, on avait des bons joueurs à toutes les positions. Soit sur la ligne, receveur, porteur de ballon. J'ai jamais eu un backfield comme ça. Là. Nos trois porteurs de ballon, c'est les gars qui pourraient jouer partout au football. Là. Que ce soit Théo qui vient d'ND, que ce soit Freud, César qui vient d'Henri Bourassa, mais qui était le running back partant de Team Canada, qui a gagné le World Championship comme running back partant. Il y a Kalenga qui se rajoute à ça durant leur season. Donc, c'est sûr que comme cornerback offensif, la seule chose que tu as à faire, c'est de donner le ballon à ces gars-là le plus rapidement possible puis les mettre sur le terrain. Okay? Mais ça, c'est quelque chose qui est dur aussi. Là. Quand tu as beaucoup d'athlètes, tu fais une bonne distribution de ballon. Puis, ça fait des joueurs contents, des joueurs pas contents. Les gars, cette année, ont embarqué là-dedans. Donc, tout le monde était content. Puis tout le monde... Mais clairement, il y en a qui savaient qu'on ne peut pas juste donner le ballon à une personne. Ah, c'est ça. Moi, je vais toujours donner l'exemple de Theodore Seaborn. Theodore Seaborn, c'est un excellent leader là, pour nous l'année passée. Là. Okay? C'est très bien là, qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de portée que ça. Okay? Il a pris son rôle qu'on lui a donné. Il était là jusqu'au bout, puis il a l'idée l'attaque aussi. Même s'il y a eu moins de portée que certains, avec Kalenga ou Freud. Il y avait un aussi gros rôle, peut-être même plus gros côté leadership, des choses comme ça. C'est de donner un rôle à chacun, puis que ça se fait que tout le monde embarque là-dedans. Là. Ça, sur la ligne aussi, on avait 5 bons joueurs de ligne. Je prends l'exemple de Jess Janvier, qui va être notre cœur à gauche. L'année passée, il n'a pas joué beaucoup. Il échangeait ses reps avec Frédéric Frédéric qui s'en va à l'Université de Montréal. Ce joueur-là, il a une capacité athlétique incroyable. Là. Il y a des offres NCAA présentement, puis je pense que c'est starté 4 matchs l'an passé. Là. Donc, il faut juste t'assurer de rendre tout le monde heureux, mais surtout de mettre tout le monde dans le plan, là, que tout le monde embarque dans ce que tu veux faire. Donc, de ce côté-là, je pense que on avait des vétérans, mais on en regarde encore beaucoup, puis je ne suis pas inquiet. Là, la roue tourne. On va avoir une excellente attaque encore en 2020. Je suis vraiment pas inquiet pour ça. Si tu l'as dit, là, Kalenga est arrivé pendant l'off-season, puis peut-être c'était pas prévu, là, dans le sens que il est arrivé avec vous pour 1 an. Est-ce que, quand on regarde ça, tu l'as dit, là, d'avoir 3 bons porteurs qui pourraient jouer, pour être partant à peu près n'importe où, finalement, c'est comme un défi de plus. Tu sais, tu te dis, hey, c'est le fun, on a une attaque, mais est-ce que, quand on regarde ça avec le recul, tu te dis, ça demande une gestion plus particulière là, d'égo Clairement. et de... Clairement, là.
C'est que moi, quand j'ai commencé à préparer la saison, puis je regardais notre roster, je suis là, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là? C'est bien plus simple d'avoir, tu dis, OK, c'est lui le gars. Là. Mais c'était pas ça la question. Puis après ça, il faut que tu te dises comment je vais placer ces joueurs-là, que tout le monde soit dans une situation d'avoir du succès. Puis après ça, on a décidé de mettre Théo receveur un peu plus, dans le backfield des fois, un peu plus de choses, quick screen, mettons, les jets ou des choses comme ça. Puis après ça, t'enlèves un poste de receveur. Puis après ça, tu regardes tes receveurs. Là, j'avais Malik Maiga, puis j'avais Yuri Gauthier qui était tight end et receveur aussi. Puis là, je me demandais aussi que ma job, c'était vraiment de distribuer le ballon et les placer aux bonnes places, là, tout simplement. Mais c'est complexe. C'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Tu le faire comprendre au carrière aussi que c'est mieux pour lui de distribuer le ballon aussi. Mais je reprendrai un roster comme ça n'importe quand. Je ne suis pas là à me plaindre. C'est sûr. Mais c'est des ajustements à prendre. Il y a toujours des équipes comme ça chaque année là, qui sont un peu plus arrivent avec beaucoup plus de troisième année, puis que c'est des choix à faire à chaque année. Des fois, c'est d'autres organisations que c'est comme ça aussi. Fait que c'est à savoir comment tu veux approcher ça et tout. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué pour finir là, en demi-finale? Ouais, j'ai regardé souvent ce match-là. Honnêtement, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de momentum en début de match. On a fait des erreurs, des choses qu'on faisait bien durant toute l'année. Ces erreurs-là, on les a payées à chaque fois qu'on les faisait. Okay. Oui, ils ont bien joué. Nous, on a mal joué. On a connu notre pire match de la saison, au pire moment, offensivement. Probablement qu'eux ont connu leur meilleur match aussi, là, de la saison à ce moment-là. Puis après ça, ils ont bien fait les choses. Ils faisaient des longues séries offensives. Là, je pense que sur 80 jeux, je pense qu'ils ont couru 75 fois. Là. Donc, nous, on était sur le banc, pas de prendre de momentum. Puis les jeux je pense que Ronaldo l'a bien dit, là, les jeux qu'on devait faire, on ne les a pas faits. C'est des jeux qu'on a fait toute l'année. C'est sûr que c'est plate pour les joueurs, c'est plate pour les coachs aussi. C'est jamais quelque chose qu'on veut. Mais c'est une partie de la game. Il faut faire avec, puis il faut se relever de ça, puis travailler sur ce qu'on a mal fait. Puis c'est sûr que j'aurais aimé ça jouer la semaine d'après, en voulant dire de pouvoir se rattraper sur notre mauvais match. Sauf que là, c'est le off-season, puis tu penses à ce match-là. Mais c'est un match qu'on a perdu, puis c'est next game. C'est sûr que c'est pas le but. Le but, c'est toujours de gagner le ballon d'or au vieux. Là. Donc, on travaille pour aller chercher le ballon d'or 2020 présentement. Cette partie-là est derrière nous, puis on travaille pour que ça arrive. Qu'est-ce qui serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? Au football? Au football ou en général aussi? Bonne question. Je pense que c'est plein de choses. Là, juste de voir les jeunes réussir. Là, je pense que c'est là que tu es fier. Là. Moi, je vais prendre l'exemple d'Arnaud Desjardins, là, quand il est arrivé dans le programme en 2017, de voir progresser comme ça. Je pense qu'Arnaud avait starté 4 matchs juvéniles, il y avait eu des blessures et tout. Il a pris le choix de venir au Vieux-Montréal, puis il y avait d'autres options. Puis je l'ai vu progresser pendant 3 ans. Ça n'a pas fini comme il veut, ça c'est sûr et certain, mais quand tu regardes à son niveau personnel, effectivement, en 2017, s'il espérait ça, ça rend les coachs fiers. Là. Tout le monde qui a travaillé avec Arnaud est fier de ça, que ce soit, peu importe, que ce soit Samuel Quevion, que ce soit d'avoir tes vétérans après 3 ans partir avec ce bagage-là. C'est pour ça qu'on coach. Oui, on veut gagner des matchs. Là. Voir ces joueurs-là, je pense qu'Arnaud finit avec un excellent coteur, il est performé à l'école, il est performé sur le terrain, il a mis MVP, que ce soit Sam, des choses comme ça. Peu importe les joueurs, là, c'est pour les gars réussir et de monter la prochaine marche pour leur projet futur. Là. Sinon, on est comme on est avec eux pendant 3 ans. On s'assure qu'ils gardent le bon chemin. Les voir continuer leur chemin en bonne direction, c'est parfait pour nous, là, Moussa. C'est ça qui fait que je coach. Arnaud, tu l'as dit, il n'a pas joué beaucoup. Cette année au secondaire, il n'a pas joué beaucoup. Là. Mais est-ce que vous le saviez qu'il y avait le potentiel, ce potentiel? Est-ce que, mettons, avant la saison, vous saviez que
nous, on le sait, mais peut-être personne ne le sait à l'extérieur, puis ça va être comme une surprise. Puis... Ben moi, quand je suis arrivé en 2017, la première des choses que je devais faire, c'est que je trouve ma carrière ou deux, parce qu'il y avait William Rodriguez qui était là en 2016, puis il s'était blessé. C'était Julien Bourassa qui est rendu à l'Université de Buffalo comme tight end, qui avait été carrière, je pense, à la moitié de la saison. Donc, quand moi, je regardais la vidéo des défensifs l'année passée, c'est pas quelque chose que j'allais voir, étant donné que c'était comme un athlète qui peut courir le ballon. Sheriff a fait de quoi de bon pour vrai avec ça, là, avec Julien, pour le mettre dans des bonnes situations. Fait que c'était mon but premier, là, de trouver une carrière. On avait recruté 2 carrières dans le temps. J'ai exactement regardé ce que je vous ai dit tantôt. J'ai regardé comment il lançait, même pas techniquement, là, juste la force de son bras. C'est un gars qui est grand et lancé des longs bras. Il sortait d'un bon programme de football. Ça fait longtemps qu'il y a du football là-bas. C'est un gars passionné. Je savais que je devais travailler avec ce gars-là. Là, puis, que ça ne serait pas dur de lui demander de travailler. Là. Donc, tout ce qu'il a réussi à faire, la progression durant ces 3 années-là, ben, c'est parce qu'il a travaillé. Parce qu'il a travaillé, puis c'est le fun de voir ça, là, vraiment. Là. Le football, c'est un sport très, très relationnel. Là, on compare souvent ça à comme une petite société. Là, puis souvent, quand les gars ils commencent à jouer, là, je pense au niveau du secondaire, souvent, un des arguments, tu peux leur dire « Viens jouer au football, tu vas te faire 55 amis direct. » Nous, on apporte certains trucs aux gars. Qu'est-ce que tu penses que les joueurs ils t'apportent dans le football? J'apprends tous les jours avec les joueurs. Là. J'apprends tous les jours. Il y a différentes approches. C'est pas tout le monde qui est pareil. Là. Donc, c'est comme ça sur le marché du travail, c'est comme ça partout. Donc, c'est pas quelque chose de... Peu importe ce que tu fais, que ce soit au football, que ce soit sur la job, tu dois juste écouter. C'est important que tu écoutes puis t'ajuster à ça. Fait que ça te force à t'ajuster. Puis, tu l'as dit, là, tu trouves une famille. Là. Après ça, ben, c'est comme pendant 3 mois de temps, c'est comme si c'est ta famille. Là. Tu passes plus de temps sur un terrain de football qu'à la maison durant la saison. Donc, tu es juste content d'être avec ce monde-là. Puis avec un objectif commun surtout. Là. Donc, au Vieux-Montréal, on a du monde de partout. Donc, j'avais pas conscience de programme comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. De voir des joueurs de partout avec un objectif commun comme ça. Je trouve ça vraiment nice. C'est une expérience incroyable de vie, je pense, pour un jeune. Ça l'est pour moi, ça l'est pour un jeune aussi, là, c'est sûr et ça. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel est-ce que tu aurais et pourquoi? Un super pouvoir? C'est une bonne question, ça. Un super pouvoir. Honnêtement, le temps. Le temps, il y a des choses que tu fais que tu regrettes toujours, des choses que tu voudrais refaire. Donc, je pense que de revenir dans le temps, peu importe. Pas juste au football, pour n'importe quoi, que ce soit quand éduquer mes enfants ou peu importe. Là. Il y a des décisions, ça, je pense que c'est pour tout le monde, là, des décisions que tu prends dans la vie, tu te dis, oh, je j'aurais fait ça comme ça, peut-être que ça serait de ce côté-là. Est-ce que tu as une game à laquelle tu as participé préférée? Une game, quelque chose qui m'a marqué, là, c'est en 2016 quand on était au Bol d'Or, contre Valleyfield. Il restait peut-être 30 secondes au match. On menait par 5, quelque chose comme ça. Là. Je pense 47 à 42. Puis Valleyfield a fait une espèce de jeu truqué. Là. Ils ont fait un quick pass à un receveur qui a botté le ballon. Bonne pour traverser le terrain rapidement. Le safety a échappé, puis ils ont recouvert. Ils ont recouvert, je pense, au 40 ou au 30. Dans la position de field goal ou presque. Là. Ça m'a marqué. Je me suis dit, OK, c'est là que tu vois que les impondérables au football, il y en a tout le temps, il doit toujours en avoir. Hein? Donc, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis je trouve ça cool. Puis l'autre jour, je les regardais encore. Puis en plus, j'avais croisé un coach de Valleyfield, j'en parlais. Puis je pensais la même chose de leur côté aussi. Là. Tout le monde se rappelle de ce jeu-là. Sinon, mon premier match au Vieux, en 2017, on allait jouer à CNDF, on a gagné le Bol d'Or. Il est arrivé quelque chose en fin de match où est-ce qu'un botté un field goal que nous on pense qu'il est bon, les autres pensent qu'ils sont pas bons et tout. Mais tu sais, j'ai pas à part de ça. C'est plus des moments dans les matchs que des matchs plus précis. Que ce soit championnat ou non. C'est plus des moments de match là, qui font que oh,
ce niveau-là. Là. Mhm. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnalités publiques qui t'inspirent? Ça peut être un politicien, un acteur, un artiste, un sportif, peu importe. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça a été dit, c'est sûr que Georges Saint-Pierre, c'en est un. Là. Quelqu'un qui sort d'une petite ville, ça arrive sud. Probablement le pound for pound UFC de tous les temps, ou deux, ou peu importe, ça dépend des opinions. De voir du monde réussir, peu importe de où ils sont partis là, mais je dirais que côté sportif, c'est pas mal Georges Saint-Pierre. Puis pas juste pour le sport de combat, c'est juste son chemin puis comment il a fait son nom, parce qu'il commençait à. J'ai lu des choses sur lui là, qui commençait à. Des combats à Kanawaki là, à la réserve pour finir sold out au Centre Bell, au UFC 200, puis reprendre cette ceinture après son opération, je ne me trompe pas. Là. C'est des choses inspirantes. C'est quelqu'un qui m'a inspiré avec son parcours. Ça, c'est quand même pris ici. Phil Jackson, Coach J. Bowles. Sinon, des joueurs avec Tony Dungy, qui a gagné le premier Super Bowl. Donc, toutes des histoires comme ça, là, pour un coach afro-américain, c'est le premier qui a gagné le Super Bowl, je ne me trompe pas. C'est des histoires comme ça là, qui font que c'est inspirant. Là, donc, qui travaillent et qui arrivent à leur fin. Là. Donc, ouais. Surtout, j'ai lu le livre de Tony Dungy, puis ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis sur le leadership, puis je pense que je le relis à chaque année. Là. Juste avant la saison, je me rappelle un peu de ça. Ouais. Comment tu vois le leadership, toi? Comment je vois le leadership? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu... Est-ce que le leadership, c'est quelque chose que tu te mêles activement de ça dans ton offensive ou est-ce que tu es un peu plus reculé? Est-ce que tu cherches des leaders précisément? Est-ce qu'il y a des types de leaders plutôt que tu cherches précisément à avoir? Ou... Ben, honnêtement, moi, de mon côté, leadership, ça n'a pas besoin de quelqu'un qui parle. C'est juste quelqu'un qui va travailler, qui monte par l'exemple. Va guider les joueurs, mais c'est à eux de faire ce rôle-là. C'est à eux de ressortir là-dedans. Tu essaies de leur donner une routine pour qu'ils soient autonomes et qu'ils deviennent des leaders. Ça, c'est sûr et certain. Je peux donner des exemples. Mais c'est juste. Coach Ray est bon là-dessus, pour vrai, de bien montrer aux gars c'est quoi aller chercher du leadership. Moi, pour ma part, leader vocal ou non vocal, ça ne me dérange pas. Tant que tu fais ce que tu as à faire. Après ça, tu n'as pas besoin de parler pour montrer que tu fais tes choses. Le monde autour de toi, il voit aussi. Là. Donc, pas pour ma part. C'est quelqu'un qui travaille avec une rigueur au travail, puis qui est là pour les bonnes raisons, puis qui pousse pour les bonnes raisons surtout. Ça, pour moi, c'est un bon leader. Là. Puis pas juste sur un niveau, que ce soit à l'école, que ce soit au gym, que ce soit sur le terrain. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, dans laquelle tu vivrais et pourquoi? Série télévisée? En plus, ça, c'est une bonne question. Je ne regarde pas tant de séries télévisées. C'est ça le pire, mais je ne suis pas assez calé pour vrai. Je ne peux pas te répondre là-dessus. C'est une série télévisée. Peut-être que ça va revenir tantôt. Là, mais... Tu peux dire Last Dance. Tu peux dire Last Dance pour être Phil Jackson. Ouais, c'est ça. Je pourrais. En plus, j'ai écouté 2 fois en plus. Mais non, c'est un bon exemple. Quel serait un des meilleurs cadeaux que tu aurais reçu? Ben, c'est sûr, mes enfants, là. Mes enfants, c'est juste le temps du monde qu'on aime, là. Mes enfants, ou quand tu étais. Pas mal ça, là. C'est ça qui fait que c'est ma drive le matin, simplement quand je me lève. Là. Donc, ce serait ça. Ouais. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Ouais, j'ai une routine d'avant-match. Même si on a un photocopieur au cégep, je vais toujours imprimer mon cachet chez mon père avant mon match. Tout le temps. Il demeure à 15 minutes de chez nous. Je pense pas qu'il sait que c'est ma routine, mais moi, je sais que c'est ma routine. Donc, je parle un peu du match. Après ça, je pars, puis je sais que ça va me rejoindre. Mais sinon, ma routine, c'est que je vais faire mon cachet chez mon père avant chaque match, même si c'est à l'extérieur. Lui, il s'est jamais rendu compte que c'était ta routine. Tu fais ça depuis que tu coaches? Ben, je ne sais pas s'il s'est posé la question. Probablement qu'il dit là, à la maison, il n'y a peut-être pas d'imprimante au bureau, peu importe. Là. Mais moi, je vois même si j'ai une imprimante partout, je vais l'imprimer chez eux quand même. Ah, c'est bon. Je fais ça depuis que j'ai commencé à coacher, je pense, au collégial en 2012.
Est-ce qu'il y a un coach dans ton parcours qui est mémorable pour quelconque raison, un ou plusieurs? Ben, j'ai pris un peu de tout, là. On en parlait tantôt. Que ce soit Mathieu, que ce soit Eric, que ce soit Coach Ray, ou même quand je jouais Benoît Husson. J'ai pris un peu de tout, mais j'ai pas joué de tant longtemps au football, donc j'ai pas eu la chance peut-être d'avoir des coachs longtemps parce que quand je changeais de niveau, ça changeait de coach ou au collégien, j'ai arrêté après 1 an. Donc, c'est surtout le monde que je vais croiser, que ce soit en clinique. Je garde ces contacts-là surtout, qui fait que c'est tous des exemples différents de eux, comment est-ce qu'ils font les choses. Donc, je vais chercher un peu de tout sur ça. Si tu devais choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? Respect, intégrité, là. Respect, intégrité. Est-ce que tu as déjà reçu un conseil d'un coach quand tu étais joueur ou entraîneur que tu utilises encore? Oui, clairement. La préparation. Ce coach-là m'a dit un jour, si tu t'attends à ce que tes joueurs soient bons, sans que toi, tu sois bon pour eux sur la préparation, ben, tu n'arriveras pas à les rendre bons. Donc, ce qui fait que je suis un peu un workaholic là-dessus. Là. Il m'avait dit start work pas personne, tu ne vas pas outbeat personne, tu ne vas pas battre personne. C'est parce que tout le monde fait la même chose. Donc, de ce côté-là, c'est là qu'il est là. Mon pain et mon beurre, pour moi, c'est ma préparation. La fameuse question cheesy, mais qui vaut la peine. Tu rencontres un génie, tu as 3 vœux. Quels sont les 3 vœux? Oui, c'est un peu comme tu as la question de tantôt. Tu disais, c'est une chose pour mener dans le temps, certaines décisions. Ça, c'est de vouloir le bien là, pour ma famille proche, pour le monde qui m'entoure. Puis là, après ça, pour mes joueurs aussi. Donc, j'ai mon cercle, puis je vais en prendre soin, puis c'est tout ce qui compte. On fait un film sur ta vie, un film autobiographique. C'est quoi le titre du film et ce serait quel genre de film? C'est pas un film d'action, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas, moi, peut-être un film sur ma vie. Je sais pas. Un titre. Je sais pas. Un long parcours. Je suis rendu depuis que je suis au Montréal, j'ai pris étape par étape. Puis là, je suis rendu là. Donc, puis là, je mets mon temps là. Puis tout mon temps, mon cœur est avec l'espace présentement. Donc, peut-être que ça même si ça fait pas tant longtemps que je coach. C'est ça. Ce serait quel genre de film? Ce ne sera pas un drame ni un film d'action, en tout cas, mais je te dirais un film. Je sais pas, moi, un film. Bonne question. Faudrait que je pense à ça. Je vais peut-être revenir à ça tantôt. Bon, on va y aller pour une dernière question. Pourquoi un joueur offensif devrait aller jouer au Vieux-Montréal? Comme je l'ai dit tantôt, le Vieux-Montréal, c'est une machine bien huilée. Okay? Tu embarques dans quelque chose que. Au Vieux-Montréal, tu embarques dans quelque chose qui sont habitués de prendre en charge les athlètes, les étudiants athlètes, que ce soit au niveau des études, avec tous les profs qui sont là pour dégreffer durant les cours, durant les études. Niveau athlétique, après ça, on considère comme un des meilleurs programmes au Canada là, de cet âge-là. Je pense qu'il y a des coachs expérimentés à chaque position, là, soit offensive, défensive. À l'école, avec Steve Alexandre, qui est le conseiller pédagogique, Coach Ray, qui est là, qui s'implique aussi avec les joueurs, que ce soit en période d'études, que ce soit sur le terrain, au niveau de la préparation physique, au niveau de la clinique, tout ce qui est nos physios et tout. Je pense que c'est un voyage complet. Là. Tu vas rien manquer. Tu as tous les outils nécessaires. Tu vas avoir l'opportunité d'avoir du succès. Après ça, tu vas savoir comment tu veux choisir ta chance de prendre ce succès-là. Mais je pense qu'on est un bon programme pour préparer les jeunes autant au niveau athlétique que scolaire pour le prochain niveau. Puis quand tu regardes les joueurs qui sont passés à travers le Vieux-Montréal, rendus au prochain niveau, rendu pro, c'est même pas une question de on pense que, c'est juste des faits. Donc, maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux aussi. Bon. Tout simplement, on est confiant dans la recette qu'on a présentement. Puis, on veut continuer dans cette direction-là.
Ben, merci beaucoup du temps que tu nous as donné. Ça complète le tout. Pierre, tu voulais-tu Oui, rajouter en des choses? fait, si tu peux juste nous donner les infos et nous parler un peu de ta clinique que tu organises le 28 Ouais, juin 28 prochain. juin. Exact. 28 juin, il va y avoir une journée clinique web sur Zoom, online. Il va y avoir des coachs de toutes les divisions CIS, U Sports, universitaire. Il va y avoir un coach collégial puis des coachs NCAA. Le but de ça, c'est juste de faire profiter tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps sur sa préparation hors saison, puis c'est quelque chose que je trouvais qui manquait. Je sais que Football Québec en a fait durant le off-season. Puis je suis dans le groupe, là, je pense qu'il y avait quelque chose comme 400 ou 500 entraîneurs, mais on est plus d'entraîneurs que ça. Donc, c'est une clinique entièrement gratuite. Il va y avoir des coachs de la division Pac-12, il va y avoir le coach NCAA, des coachs du sport. C'est juste pour faire profiter tout le monde, toutes les positions, avec des coachs d'expérience surtout. Donc, c'est juste quelque chose que, comme je vous ai dit tantôt, au début, c'est un petit projet qui est tombé un énorme projet. Donc, c'est de faire profiter tout le monde. Puis, j'avais tellement de messages aussi à chaque fois. Si quelqu'un peut les coachs me demandaient si je peux les aider à trouver des cliniques sur Twitter ou sur des choses comme ça avec des contacts. Il y a un coach m'a dit à un moment donné, ça ne tente pas d'en faire une clinique avec les coachs que tu connais. Puis, on est là. On est rendu à une dizaine de coachs pour une journée. Ça va être cool, c'est un bon marathon. Puis, il y a déjà beaucoup d'inscrits, là, des coachs de tous les niveaux, là, qui sont universitaires, collégiales, scolaires, qui sont inscrits. Là. Donc, c'est quelque chose qui va être le fun. Puis, on va parler de ça toute la journée. Puis, s'il y en a qui veulent s'inscrire, il faut qu'ils écrivent à mon adresse email qui est mdumilon@cvm.qc.ca. Juste s'assurer d'avoir le bon nombre d'inscrits. Que tout le monde ait accès. Là. Avec Zoom, il y a des restrictions et tout. Là. Donc, si quelqu'un prend accès à quelqu'un d'autre, ça peut bloquer l'accès de quelqu'un d'autre. C'est juste m'écrire. Puis, on ne veut pas se rendre plus haut que 500. Là. On est à 250 présentement. Donc, simplement, ça va être cool. S'il y en a d'intéressés, ben, ils ont juste à m'écrire. Cool. Si tu veux, on mettra le lien dans la description là, pour ton courriel là, pour qu'ils t'écrivent pour réserver. Parfait. C'est bon. All right. Ben, ça complète le tout. Mathieu Dumoulon, coordinateur offensif des Spartiates du Vieux Montréal. Merci beaucoup. Merci. Salut les gars.